Le chef de l'État a reçu au palais présidentiel le groupe bancaire français BPCE. La Banque populaire Caisse d'épargne veut s'implanter et investir en Côte d'Ivoire à travers des financements d'entreprises. La Banque africaine de développement est de retour en Côte d'Ivoire. 11 ans de délocalisation à Tunis. La BAD revient à Abidjan où elle a ouvert son siège en mars 1965. De cette date jusqu'à sa délocalisation en Tunis en 2003, la BAD a beaucoup investi, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé. On connaît depuis hier le nouveau bureau de la Commission électorale indépendante. Son président est Youssouf Bakayoko. Il se succède à son poste. 6 membres composent ce nouveau bureau de la CEI. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu cet après-midi l'équipe nationale de la Sierra Leone par le score de 2-1. Bonsoir à tous. Merci de regarder le journal de RTI1. Ajouté au sommaire de cette édition, la page culture. Notre invité est M. Philippe Opango, directeur général de VITIB, village des technologies, de l'information et de la biotechnologie. Passionné d'écriture, Philippe Opango vient de publier un ouvrage, Terminal. Son premier roman de 111 pages relate la vie d'un Africain installé au Canada après avoir fui Touadi, son pays, déchiré par la guerre civile. L'Afrique et l'Europe, 2 continents, 2 réalités, 2 sociétés. Avec des travers, l'auteur nous en parlera dans quelques instants. Mais avant, rendons-nous au palais présidentiel où le président de la République s'est entretenu avec le responsable du groupe bancaire français BPCE. La Banque populaire Caisse d'épargne veut s'implanter et investir en Côte d'Ivoire. La BPCE, selon son responsable François Perolle, veut contribuer au développement de la Côte d'Ivoire à travers des financements d'entreprises. On fait le point avec Jérôme Kofi Abolin. Contribuer au financement des entreprises en Côte d'Ivoire, tel est le désir du responsable du groupe bancaire BPCE. Reçu ce vendredi 5 septembre 2014 par le président de la République, Alassane Ouattara, M. François Perolle a saisi l'occasion pour exprimer largement ce souhait de se rendre utile pour la cause du développement. Il s'agit précisément pour lui de participer à la réalisation des projets de développement en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Nos échanges ont porté sur nos projets de développement dans la région, à commencer bien entendu par la Côte d'Ivoire. Nous sommes un groupe de banques universel donc, qui développe des projets dans le financement des grandes entreprises, des PME, des particuliers également. Et nous souhaitons développer notre présence en Afrique. Pour François Perolle, participer au développement d'un pays comme la Côte d'Ivoire constitue un challenge. La Côte d'Ivoire, selon lui, étant un centre d'intérêt prioritaire pour son groupe. François Perolle, le président de la Banque populaire Caisse d'épargne, a aussi rencontré le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il lui a exprimé l'ambition du groupe d'investir dans des projets de développement en Côte d'Ivoire. L'économie ivoirienne, selon François Perolle, a un potentiel important et la BPCE compte l'accompagner. Voilà, je vous le disais, on connaît depuis hier le nouveau bureau de la Commission électorale indépendante. Son président est Youssouf Bakayoko. Il se succède à ce poste. 6 membres composent ce nouveau bureau de la CEI, organe en charge d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. Le reportage de Léon Pro. Voici le bureau de la nouvelle CEI, la commission électorale indépendante. 6 membres, Alé Amlan du Barreau et André Zano du RPC, respectivement secrétaire adjoint et secrétaire, Auguste Mirémont, UDPCI, Gervais Koulibaly, CAP-UDD, Koné Sourou de la présidence de la République, sont dans l'ordre 3e, 2e et 1er vice-président. À leur tête, Youssouf Bakayoko du PDCI RDA, il succède à lui-même à la présidence de la CEI. Nous allons travailler en prenant en considération toutes les questions urgentes qui sont restées en suspens. Il y a, comme vous pouvez l'imaginer, la liste électorale. Il y a la mise sur pied des commissions électorales locales et à l'étranger. Il y a aussi, bien entendu, la mise sur pied d'un certain nombre d'instruments qui nous sont utiles. Nous allons travailler au renforcement de la cohésion entre les membres de la commission électorale indépendante. Nous allons travailler au renforcement de la confiance entre nous et les populations, entre nous et les électeurs, entre nous et les différents partis politiques. Ce que nous souhaitons, c'est organiser
des élections transparentes, organiser des élections crédibles et que dans l'avenir, nous n'ayons plus de crise post-électorale. Les travaux pour la formation de ce bureau auront duré 2 jours, le temps pour les commissaires de convenir du mode de désignation des membres. Le bureau a été construit, quoi qu'on dise, sur une base consensuelle. C'est ce qui a pris du temps. L'ossature selon laquelle les candidats présentés ont été élus a été obtenue à une large majorité. Ont participé à la désignation des membres du bureau de la nouvelle CEI, 12 sur les 17 commissaires. Les 5 autres se sont retirés du vote. Il s'agit des représentants du FPI et du RPP, tous deux issus de l'Alliance des forces démocratiques, ceux du MFA, de la conférence épiscopale et des organisations non gouvernementales. Les élections des secrétaires départementaux du Rassemblement des Républicains ont débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Ils sont 333 candidats pour 126 sièges au plan national à Cocody depuis 8 heures ce matin, c'est à Abidjan. Les électeurs ont pris d'assaut le siège du RDR qui abrite des bureaux de vote pour exprimer leurs droits et le scrutin s'est déroulé dans le calme, 24,54%. C'est le taux de participation dans la commune de Cocody. L'élection des départementaux est considérée au RDR comme un test de démocratie en interne avant les échéances de 2015 avec pour ultime enjeu la réélection du candidat Alassane Ouattara en 2015. Le secrétaire départemental a pour rôle de coordonner toutes les actions du parti dans son département. On en arrive à l'un des titres de cette édition. La Banque africaine de développement est de retour en Côte d'Ivoire. 11 ans de délocalisation à Tunis. La BAD revient à Abidjan où elle a ouvert son siège en mars 1965. De cette date jusqu'à sa délocalisation en Tunis en 2003, la BAD a beaucoup investi. On note plusieurs interventions dans des secteurs comme l'éducation, la santé et les infrastructures en Côte d'Ivoire. Décryptage avec Juliette Ouéa. L'année 2014 marque le retour définitif de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire. Le siège de la BAD avait été transféré provisoirement d'Abidjan à Tunis en 2003 en raison de l'instabilité politico-militaire en Côte d'Ivoire. De l'ouverture de son siège en mars 1965 en Côte d'Ivoire à son départ en 2003, quel est le niveau des interventions de la Banque africaine de développement dans le pays? Quel bilan peut-on tirer de ces réalisations? 15 projets d'une valeur de 400 milliards de francs CFA ont été financés en Côte d'Ivoire par la Banque mondiale. L'institution financière internationale a investi dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'agriculture, le transport, l'éducation et la santé. Ce niveau de performance a été possible grâce aux mesures prises par le gouvernement ivoirien en instaurant la déconcentration du pouvoir de décaissement et la rationalisation des projets. Pour ce grand retour en Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement lance 2 cycles quinquennaux de stratégie pays. Le premier en cours va s'achever en 2017 et le second va constituer le cadre d'intervention 2018 à 2022. Ces cycles correspondent aux demandes en accompagnement formulées par Yamoussoukro lors de discussions entre l'institution bancaire africaine et les autorités ivoiriennes, notamment le ministère du Plan. Ainsi, dans le cadre du Programme national de développement et pour la période 2013-2017, la Banque africaine de développement s'engage à apporter un concours significatif pour le financement des infrastructures de transport, tant nationales que régionales et énergétiques, ainsi que pour l'appui à la cohésion nationale dans son volet relatif à l'emploi, surtout des jeunes. Ceci au regard des besoins tels qu'exprimés par Yamoussoukro le 5 décembre 2012 lors de la réunion du groupe consultatif de Paris. La BAD va également soutenir la réalisation de plusieurs projets régionaux comme l'autoroute Abidjan-Lagos, pour laquelle une réunion de haut niveau s'est tenue à Yamoussoukro en marge de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La BAD envisage de participer au financement de l'autoroute Abidjan-Ouagadougou ainsi qu'à de nombreux projets inscrits dans le document de stratégie de l'intégration régionale pour l'Afrique de l'Ouest.
La Banque africaine de développement, enfin, va investir en Côte d'Ivoire dans des projets électriques majeurs, ce qui va contribuer à augmenter les capacités de production des entreprises installées dans le pays ou qui souhaitent le faire. Plusieurs autres projets dans l'agriculture et l'assainissement ont démarré et se poursuivent à travers le pays, notamment le programme d'appui à l'amélioration de l'employabilité et de l'insertion des jeunes. Ce projet vise à combler le déficit en travailleurs qualifiés en Côte d'Ivoire. C'était un commentaire de Juliette Ouya. L'État ivoirien se met à l'heure de la gouvernance électronique. Le projet e-fonction publique vient d'être lancé à Yamoussoukro. L'objectif est d'améliorer la qualité de service au profit des populations. On en sait plus avec nos confrères de RTI Boaké. Faire de la gouvernance électronique un succès en Côte d'Ivoire en créant une synergie entre les différentes administrations publiques. Tels sont les objectifs du gouvernement ivoirien. Initié depuis 2011 sous la conduite du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le projet e-fonction publique est officiellement lancé. Il couvre deux axes majeurs. L'e-administration qui offre des conditions meilleures de travail aux agents de l'administration publique et l'e-service qui permet d'améliorer la qualité des services offerts aux populations où qu'elles soient. En réceptionnant à Yamoussoukro le document national de stratégie e-fonction publique, les ministres Cissé Ibrahima Bakongo de la fonction publique et de la réforme administrative et Bruno Nabagné-Koné de la poste et des technologies de l'information et de la communication n'ont pas manqué de relever ce vent nouveau qui souffle sur l'administration publique ivoirienne. Il était aberrant qu'en 2014, qu'un fonctionnaire se déplace d'un bout du pays jusqu'à Abidjan, quelquefois pour venir chercher juste une information. Et pourtant, nous avons en 2014 tous les moyens à notre disposition, les moyens offerts donc par la technologie de l'information et de la communication. Malheureusement, nous nous perdons souvent dans les dédales de l'administration compte tenu du grand nombre de services que l'administration est censée fournir aux populations. Avant même d'être un outil au service de l'État, c'est d'abord un outil de simplification de la vie de nos concitoyens. Chaque ministère se devra donc de mettre à jour sa plateforme via le portail démarche.gouv.ci qui est déjà en ligne. 15 820 millions de francs CFA est le montant de la mise en œuvre de l'étude e-fonction publique sur une durée de 3 ans. Cette somme est entièrement financée par l'Agence nationale du service des télécommunications, ANSUT. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique se donne les moyens d'une meilleure gestion de son personnel et des postes de travail. En séminaire dans la capitale politique ivoirienne, le ministère renforce les capacités de ses agents. La formation porte sur le Codipost, le logiciel qui servira à cette meilleure gestion. On en sait plus avec Charles Tatou. Les fichiers de la fonction publique déclarent 100 000 personnes enseignants du primaire et du secondaire. Les chiffres impressionnent et le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique en est conscient. Pour la maîtrise de ses effectifs d'agents, il a mis sur pied depuis l'année en cours un logiciel de gestion des personnels et des postes de travail dénommé Codipost. Outil de bonne gouvernance, ce logiciel va permettre le rééquilibrage des effectifs administratifs, enseignants et d'encadrement entre les différentes structures du ministère, de même entre les différentes régions du pays. Pour les initiateurs, l'efficacité du Codipost dépendra des directeurs régionaux, départementaux, des inspecteurs et des chefs d'établissement qui en sont les administrateurs. C'est le sens de cette rencontre de formation. Je pense que le problème qui se pose véritablement à notre système, ce n'est pas un déficit réel, mais c'est plutôt une mauvaise répartition de nos ressources. Abidjan et sa périphérie et toute la zone sud, c'était la zone de tous les excédents, alors qu'à l'intérieur du pays, nous affichions un déficit endémique. C'est véritablement pour lutter contre ces disparités-là que nous avons construit l'applicatif Codipost. Il y a certains enseignants, une fois formés, ils ont eu leur appel, ils trouvent les moyens d'aller étudier en Europe. Et souvent, ils émargent au compte du budget national, du budget du ministère de l'Éducation nationale. Et nous pensons qu'avec l'applicatif, avec l'étude diagnostique,
nous allons identifier tous ces dysfonctionnements et en portant des corrections à ces dysfonctionnements, bien évidemment, on va réduire la masse salariale. Durant 5 jours, les participants ont été outillés sur le fonctionnement du Codipost. Et cette note triste, la gendarmerie nationale vient de rendre un dernier hommage à 4 de ses agents décédés le 7 juillet dernier au cours d'une mission de sécurisation à Korogo. Les 4 agents sont morts accidentellement. Le témoignage d'Amza Diaby. Ils sont tombés alors qu'ils accomplissaient leur mission. Le 7 juillet dernier marquait la fin du passage sur terre du maréchal des logis chef Trobigoyi, des maréchaux des logis Badje Balé, Nyamba Akesse et de l'élève sous-officier Ori Arsène. Considérés comme de vaillants gendarmes par leurs supérieurs, ils ont trouvé la mort ce jour-là, alors qu'ils s'employaient à débarrasser la Côte d'Ivoire des coupeurs de route. Ils opéraient sur l'axe Sirasso-Korogo, mais un tragique accident de la circulation met un terme à la mission. Ce 3 septembre, tous se sont réunis à la gendarmerie d'Agban pour leur rendre un hommage ultime. Les familles éplorées, le général de division Kwasi Kwaku Gervais et Paul Kofi Kofi, le ministre chargé de la Défense, sont venus s'incliner sur les dépouilles des disparus, lesquels ont été décorés à titre posthume au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ils ont été élevés au grade de chevalier de l'ordre du mérite ivoirien. Les familles inconsolables, meurtries de chagrin, ont ensuite reçu les dépouilles et le drapeau orange-blanc-vert en guise de souvenir. Leurs fils, pères ou époux ont servi efficacement le pays et la nation leur est reconnaissante. Aujourd'hui, que leurs âmes reposent en paix, voilà tout le sens de la prière de leurs proches, parents et frères d'armes. Les préfets, élus locaux et responsables d'ONG ont été sensibilisés à la gestion des problèmes environnementaux dans les régions de Gbeke et du Hambol. C'était au cours d'un atelier ouvert en présence du ministre Ala Kouadio Rémy, ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. On en sait plus avec Kouadio Kwame Jean de Dieu. Le présent atelier permettra aux participants, dont le corps préfectoral, les sociétés privées, la chefferie traditionnelle, les organisations de femmes et de jeunes, de s'approprier le nouveau concept qu'est le développement durable qui prône la croissance économique, le développement social et la protection de l'environnement. Pour le directeur général de l'Agence nationale de l'environnement, la présente session s'attellera à poser les actes forts à la hauteur des attentes des populations. Il s'agira, entre autres, de donner le top départ de la restauration du couvert forestier et d'identifier bien d'autres projets susceptibles d'être accompagnés par des partenaires identifiés. Selon Mme Yao, coordonnatrice de la DGDI, cette première étape du volet opérationnel fait appel à des partenaires pour la mise en place de nombreux projets, dont le reboisement. Pour le ministre Ala Kouadio Rémy, l'atelier doit répondre à des interrogations, soit comment donner vie à un environnement désagrégé et offrir les instruments techniques et juridiques en vue de préserver l'existant. Autant d'interrogations qui, entre autres, permettront à l'atelier environnemental régional de Bouaké 2014, initié donc par l'ANDE, de marquer véritablement les esprits et de créer dans vos régions la conscience environnementale requise pour donner naissance à un comportement nouveau, un comportement éco-citoyen. La rencontre est enrichie de plusieurs communications, dont la qualité de l'environnement en milieu urbain et rural, la mise en œuvre du développement durable en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant met en place une stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre. Le ministère a le soutien de l'UNFPA pour venir à bout, notamment des violences sexuelles à l'égard des femmes, des enfants, mais aussi des hommes. Les explications avec Awa Sissé et Hamza Diaby. En Côte d'Ivoire, entre 2011 et 2013, au moins 548 incidents de violences sexuelles liés à la crise post-électorale ont été enregistrés. Aujourd'hui, plus de 2 viols et 3 incidents de violences domestiques sont pris en charge chaque jour. 36% des filles sont mariées avant d'avoir 18 ans et 38% des femmes de 15 à 49 ans ont subi une excision. C'est fort de cette situation que le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, en collaboration avec le Fonds
Fonds des Nations Unies pour la population a entrepris l'élaboration d'une stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre afin d'éradiquer le fléau. Coût du projet, 4 milliards 100 millions de francs CFA. Il s'agit de la prévention en axe 1 et en axe 2, nous avons la lutte contre l'impunité. En axe 3, nous avons le secteur de la sécurité, de la réforme de la sécurité. Avant l'élaboration de cette stratégie, des actions ont été menées à l'endroit des victimes. Il y a eu des actions au niveau de la diffusion et de la promotion des droits des femmes à travers les cliniques juridiques. Il y a eu la réforme de la sécurité. Donc c'est pour dire qu'il y a eu beaucoup de résultats qui font tache d'huile aujourd'hui et qui ont servi au montage de cette stratégie. Par la mise en œuvre de cette stratégie, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant voudrait mettre fin aux violences basées sur le genre d'ici à l'année 2017. Les cas augmentent, plus de 2000 décès dus au virus Ebola selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, il n'y a aucun cas déclaré, mais le pays multiplie les actions pour éviter la maladie. Le ministère de la Santé vient justement de remettre du matériel sanitaire à la hiérarchie militaire pour renforcer le plan d'urgence de la riposte mis en place en Côte d'Ivoire. Les explications avec Abou Sanogo. En recevant symboliquement le matériel de protection destiné au personnel militaire qui appuie les agents de contrôle du ministère de la Santé, des mains de Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Paul Kofi Kofi, le ministre chargé de la Défense, vient officiellement de mettre en mission les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie, la police nationale et les forces paramilitaires dans la lutte contre le fléau sanitaire Ebola. Tour à tour, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida et le ministre chargé de la Défense sont revenus sur les dispositions en vigueur prises par l'État de Côte d'Ivoire avant de confier aux forces armées leur mission qui doit être complémentaire à celle du ministère de la Santé par un plan d'action à mener, notamment l'observation de l'ensemble des mesures gouvernementales qui consistent à la fermeture des frontières, la mise en place de comités de veille, de couloirs humanitaires, la formation du personnel soignant, la sensibilisation des troupes, les mesures d'hygiène et de protection, la veille sanitaire et l'acquisition du matériel. Le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, au nom de l'ensemble des personnels des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a remercié le gouvernement pour le matériel de protection reçu et a marqué son engagement à tout mettre en œuvre pour l'objectif 0 cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Il a recommandé à ses hommes rigueur et détermination dans l'exécution du vaste plan d'opération anti-Ebola mis en œuvre par l'état-major général sur toute l'étendue du territoire avec la collaboration de la force de l'ONUCI et de la force LICON. La cérémonie a pris fin par une visite du dispositif sanitaire de protection et de contrôle. Le Libéria est l'un des pays touchés par ce virus. Alors, pour empêcher la propagation du virus Ebola, les autorités ont imposé la mise en quarantaine de certains quartiers. Pas facile pour ces populations de se nourrir. Par exemple, elles sont obligées d'attendre l'aide du PAM, le Programme alimentaire mondial. Signature vendredi à Maputo d'un accord de paix entre le président du Mozambique, Armando Guebuza, et le chef de la rébellion de la Renamo, Afonso Dhlakama. Cette cérémonie entérine le cessez-le-feu conclu à la fin août qui a mis un terme à 2 ans de troubles dans le pays. Dhlakama a déclaré attendre une meilleure redistribution de la richesse entre les régions. Cet accord devrait faciliter le déroulement des élections générales prévues le 15 octobre et repousser le spectre de la guerre civile qu'a connue le Mozambique pendant 16 ans jusqu'en 1992. Le ministère tunisien de l'Intérieur a annoncé vendredi l'arrestation de 12 activistes islamistes, dont un Algérien, soupçonnés de préparer des attaques terroristes. Selon le porte-parole du ministère tunisien, des explosifs et des armes ont été saisis. Tunis est confronté depuis plusieurs mois à la présence de djihadistes armés dans la région montagneuse du Chambi. Distribution de vivres pour des personnes placées en quarantaine. La scène se déroule au Libéria, où le Programme alimentaire mondial ravitaille les populations confinées dans certains secteurs afin d'éviter la propagation du virus Ebola. Les habitants de ces périmètres ont du mal à se procurer de la nourriture. Certains sont privés de ressources, faute de pouvoir se rendre à leur travail.
Voilà, après ce tour de l'actualité en Afrique, en bref, direction le Nigeria avec cette question. Le pays est-il sur le point de perdre le contrôle de l'Est de l'État, y compris sa capitale Maiduguri, ce qui permettrait justement à Boko Haram de réaliser son ambition d'établir un califat dans le nord-est du pays. Ces dernières semaines, la secte a conquis plusieurs localités importantes et Boko Haram continue ses assauts sur des villes du Nigeria. Les insurgés auraient pris le contrôle de la ville de Bonki au nord-est, près de la frontière avec le Cameroun. L'insurrection armée de Boko Haram depuis 2009 a fait plus de 10 000 morts selon les autorités nigérianes et 650 000 déplacés. 24 heures se sont écoulées après le cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine. Ce cessez-le-feu conclu hier à Biélorussie semble tenir malgré quelques coups de feu entendus dans l'est de Mariupol. Mais ce matin, il règne un calme dans les principales villes de l'Est. Les présidents russes et ukrainiens se sont parlé ce matin au téléphone. Ils ont échangé sur les moyens de faire prolonger ce cessez-le-feu dont la durée n'a pas été déterminée. Le cessez-le-feu entre Ukrainiens et rebelles pro-russes, annoncé et entré en vigueur vendredi soir, semblait être respecté samedi matin. L'accord intervenu à Minsk, au Bélarus, prévoit un retrait des troupes, l'accès de convois humanitaires et un échange de prisonniers tous contre tous, mais ne précise pas les modalités du retrait des combattants. Si la Russie a aussitôt formulé l'espoir de le voir appliqué point par point, le président américain, qui clôturait le sommet de l'OTAN au pays de Galles, a fait preuve de réserve et appelé le président russe à plus de souplesse. S'agissant de l'accord de cessez-le-feu, évidemment nous espérons, mais avec l'expérience nous sommes également sceptiques. Le chemin de la Russie pour revenir dans la communauté des nations respectant les lois internationales est toujours là. Et nous encourageons le président Poutine à le prendre. Il n'y a pas que Barack Obama qui soit sceptique sur l'avenir de cet accord, à Kiev ou ailleurs, personne n'y croit. Je n'y crois pas du tout. C'est une nouvelle opportunité pour Poutine et ses complices, pour se regrouper et reprendre l'offensive contre l'Ukraine. La Russie nous a déjà déçus plusieurs fois. Elle va nous décevoir à nouveau. À Donetsk, place forte des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, le doute est de mise également. Parce que le camarade Poroshenko ne tient pas sa parole. Ce n'est pas que moi. La plupart des gens de Donetsk le pensent. Illustrant les méfiances de part et d'autre, les deux camps se sont mutuellement accusés dans la journée de violer le cessez-le-feu et de compromettre un règlement pacifique dans les régions Est. Rentrée réussie pour Hervé Renard et ses poulains. La Côte d'Ivoire s'impose à la Sierra Leone 2-1. Les éléphants ont dominé la rencontre et ils ont obtenu la victoire pour leur première sortie comptant pour les éliminatoires de la CAN 2015. Voyons le but de la rencontre. Les lignes arrière. On va donner encore la possibilité aux Sierra Leonais pour ouvrir le score. Et voilà, il fallait s'y attendre. Beaucoup de laxisme dans la défense ivoirienne. Tentative de barrière. Goal, Baba. Doumbia Seydou. Si les éléphants doivent marquer, c'est maintenant parce qu'ils sont dans une phase. Yao Kwasi. Yao Kwasi Gervais. Voilà, bravo donc aux éléphants de Côte d'Ivoire qui rencontrent pour leur prochain match le Cameroun et on espère une autre victoire. Du football pour mobiliser contre la maladie à virus Ebola, les journalistes, premiers vecteurs des messages de sensibilisation impliqués dans la mobilisation à travers un mini-tournoi de football dénommé Out Ebola. L'initiative est de l'association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire et a été présidée par la ministre de la Communication. 3 équipes ont disputé des matchs de foot ce samedi. Vainqueur de cette étape, l'équipe de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Voilà, je vous invite maintenant à écouter la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, après cette rencontre.
le virus Ebola ne passera pas par les journalistes. Ça, c'est un message fort. Nous voulons jouer pour tous les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, pour dire que nous savons que le virus Ebola est en Afrique, mais la Côte d'Ivoire va être préservée par la prière de tous, la prière de chacun. Mais, naturellement, avant que cette prière ne puisse aboutir, encore faut-il avoir les gestes qui sauvent. Donc, les gestes de prévention, qui sont donc ces gestes utiles de se laver les mains à l'eau et au savon. Et c'est la page culture de cette édition. On commence tout de suite avec Clap Ivoire, le festival de court-métrage d'Abidjan. Est le grand vainqueur de la 14e édition de Clap Ivoire. Ces deux représentants ont remporté 5 prix, y compris le Grand Prix Kodjo et Bouclé Clap Ivoire 2014 décroché par Joël Maka Tchedré. Son documentaire Nana Benz, les reines du textile africain, a fait l'unanimité au sein du jury. On a aimé ce film parce que ça s'intégrait dans une histoire qui était celle du Togo, mais ça faisait signe à toute l'Afrique et l'image était propre. Mon tout premier projet que je voulais tout que coûte réaliser, c'était sur Nana Benz. Parce que je me suis dit que ces femmes ont tellement apporté à l'Afrique qu'elles méritent d'être connues sur le plan continental. Je suis honoré, pas pour moi-même, mais surtout pour ces dames-là, parce que je permets à travers ce film qu'elles soient beaucoup plus connues. Son compatriote Maxime Chimkoun a séduit par son court-métrage Les Avalées du Grand Bleu qui a obtenu les prix de la meilleure interprétation féminine, du meilleur scénario et le trophée UEMOA de la meilleure fiction. Une vingtaine de films soumis à l'appréciation du jury, de quoi se faire une idée des potentialités de la relève du cinéma africain. Je dirais que c'est moyen, parce qu'il y en a des très forts, et puis il y en a aussi des très faibles. Certains réalisateurs n'ont pas le sens de l'image, ne savent pas trop comment travailler le son. Les images étaient parfois floues, alors ça nous a rendu la tâche un peu difficile. C'est pour ça que vous avez pu remarquer que la plupart des films qui ont eu certains prix sont revenus à 2 ou 3 reprises. Plusieurs prix intermédiaires ont été décernés au cours de cette soirée palmarès. Voilà, c'était un reportage de Serge Koléa et vous l'avez vu, c'est le Togolais Tchedré Joël qui a remporté le Grand Prix Kodjo et Bouclé Clap Ivoire 2014. On passe maintenant à l'entretien avec l'invité de la page culture et notre invité est M. Philippe Pongo, directeur général de VITIB, Village des technologies, de l'information et de la biotechnologie. Entrepreneur, inventeur et chercheur, Philippe Pongo a fait l'essentiel de sa carrière au Canada, d'où il a été sélectionné à l'issue d'un appel à candidature internationale. Passionné d'écriture, il vient de publier un livre, Terminal, et nous allons en parler. Bonsoir, Monsieur Pongo. Bonsoir, madame. Alors, vous rentrez au pays, vous décidez donc de rentrer. C'est pas facile de rentrer au pays quand on a un job en or à l'étranger. Et c'est pourtant le choix que vous avez fait. Oui, absolument. Je crois qu'à un certain moment dans ma carrière est arrivé ce positionnement. Et puis, bon, après réflexion avec ma toute petite famille, je pense que le choix était évident. C'était le bon temps de rentrer. Et puis, bon, je suis rentré. D'accord. Alors, donc, vous venez de publier un ouvrage, Terminal. Nous allons en parler, mais avant, regardons le résumé fait par nos reporters Sita Soro et Serge Gongomé. Nous allons, d'accord, on va en discuter. On va le résumer ensemble. On va le résumer ensemble, on va se passer donc de absolument, ce résumé. Absolument. Alors, Terminal est un ouvrage qui relate la vie d'un Africain qui s'est installé au Canada. Et il a voulu fuir, en fait, il a fui Touadi. Oui, c'est ça. Qui est son pays. Qui est son pays d'origine. Déchiré par la guerre. Oui, déchiré par la guerre. C'est un pays imaginaire. Touadi, c'est ce caractère de mon bouquin qui fuit justement ce drame d'une guerre civile pour s'expatrier, qui fait le choix de s'expatrier. Voilà. D'accord. Alors, à dessein, donc, vous comparez deux sociétés, la société africaine et la société occidentale.
Oui, c'est un peu à ça. travers la vie du personnage principal qui est Jano Kwasi. Exactement. J'utilise le parcours de vie de ce personnage-là pour mettre en parallèle deux sociétés, chacune ayant ses pour et ses contre, ses avantages, ses inconvénients, pour montrer un peu les travers d'une société par rapport au plaisir, au bonheur qu'on peut expérimenter dans l'une ou l'autre de ces sociétés-là. D'accord. Donc on va voir un peu la vie de Jano Kwasi. Okay. Il s'installe au Canada et il termine sa vie dans une maisonnée. Oui. Apparemment une maison de retraite, mais là où on y va aussi pour mourir. Oui, sans vouloir justement livrer l'essentiel de la fin, en tout cas, de ce bouquin. En effet, j'ai voulu mettre en exergue un peu ces lois, certains vont dire avant-gardistes, d'autres vont dire un peu osées, en ce qui concerne justement la fin du parcours de vie. Ce caractère se retrouve dans un pays occidental, le Canada, et il vit seul. Et il se remémore justement cette Afrique où il a connu une vie associative assez bien remplie. Et tout le bouquin, en fait, se passe dans la tête de ce personnage-là, qui se demande, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai commencé ici, j'ai terminé là-bas. Il était administrateur, hein? Oui, dans son pays d'origine, il avait un bon poste, il était bien, en tout cas il vivait assez bien. Et malheureusement, il est obligé de s'expatrier et là-bas, il connaît ce que c'est que la vie de l'immigrant diplômé, mais chômeur, dont on ne reconnaît pas la valeur, en tout cas des diplômes académiques. Une vie difficile, mais on va commencer par l'Afrique où il était, une Afrique déchirée. Et c'est cette Afrique-là que vous présentez, cette Afrique comme malheureuse. Oui et non, c'est-à-dire que je me sers un peu de l'histoire classique de certains de nos pays, en tout cas qui sont déchirés par des guerres civiles, pour m'en servir comme moteur un peu qui finalement propulse ce caractère-là dans cette histoire. Oui, je dépeins une Afrique à la fois riche et pauvre, riche de par ses matières premières, mais pauvre de par certains choix qui déchirant, en tout cas qui amènent certains de mes concitoyens, je dirais, à s'entrebouffer lorsqu'il est question de partager le moins de butin. Et voilà un peu ce drame là qui fait que mon caractère est obligé de s'expatrier et parce qu'il ne peut pas... Parlant de Jano Kwasi. Exactement, on l'appelle Jano Kwasi. Parce que Jano Kwasi qui s'installe au Canada, on peut faire la confusion, on penserait peut-être à Philippe Pongo. Est-ce que c'est pas votre histoire? Non, c'est pas du tout mon histoire. D'accord, c'est un personnage imaginaire. Totalement imaginaire. Il y a peut-être un petit 5% de moi là-dedans, mais il faudrait que ceux qui me connaissent véritablement sauront qu'est-ce qui constitue. Pour l'heure, on s'occupe de Kwasi Jano. Absolument. Voilà, donc parmi ces travers, vous avez cité cette Afrique de guerre. Oui. Il y a également d'autres travers qui font que les personnes, enfin ces Africains-là, acceptent aussi, vont en Occident. Oui, bon, j'ai évité de tabler trop de la misère, l'économie et tout cela. Je me suis servi en fait de la guerre civile comme un argument. Et à l'intérieur de cette guerre civile, il y a des drames qui sont personnellement vécus, des déchirements qui sont personnellement vécus, qui amènent les uns et les autres finalement à choisir le chemin de la violence. Voilà, le chemin de la violence et tout cela. Donc c'est un peu tout cela que j'ai mis en chanson dans ce bouquin-là, pour justifier ce choix déchirant qu'on fait de vivre ailleurs, de se retrouver dans une société où on risque de se faire enterrer un jour quand on sera vieux, dans une terre qui est gelée 8 mois sur 12 et puis sous 50 cm de neige. Finalement, on dira que le choix de Kwasi Jano n'était pas un bon choix, parce qu'il a été comme désillusionné. Voulant fuir la guerre, il se retrouve encore avec d'autres difficultés. Ok, ben, il y a un peu des deux. En ce sens que dans sa terre d'accueil, il vit d'abord la misère, la galère, mais il finit très riche, il finit entrepreneur qui a aussi goûté à tous les luxes imaginables de la vie à l'occidental. Et c'est un peu ça que je mets en parallèle ces deux mondes, l'Afrique et l'Occident, pour dire que dans le fond, qu'on soit ici ou qu'on soit là-bas, la nature humaine reste la même, les gens restent les mêmes, les expériences qu'on vit là-bas, on en vit aussi ici, elles sont différentes, mais il y a des drames partout. Il y a des drames partout. Parlant de l'Occident, quels sont ces travers? Bon, il y a certains chapitres où j'aborde des questions comme le mariage, le divorce, où je dis par exemple, c'est un drôle de pays, un pays où le mariage n'est pas est un contrat en deux individus au lieu d'être une union en deux familles. Expliquez-nous clairement. En ce sens qu'il y a cette étape de la vie de mon caractère où justement il goûte
temporairement à ce que c'est que le mariage et il en sort désillusionné. Et il dit même, il ne veut même plus se marier. Oui, il finit. Et ça, c'est un chapitre qui choque et qui va choquer plusieurs femmes. Oui, ça j'en suis sûr. Déjà, quelques lectrices me l'ont reproché parce qu'il finit ce chapitre en disant « Jamais, plus jamais, je laisserai une descendante d'Ève partager mon existence » pour dire qu'il a perdu tout goût de toute forme de concubinage. Et parce qu'il a vécu là-bas, c'est ce qu'il a vécu comme expérience qui lui fait dire ces choses. Mais qui lui fait dire ces choses. On a aussi le cas, tablons-nous sur la maisonnée, qui est un mouroir, est-ce qu'on peut le dire ainsi, si le mot vous me permettez, 4 semaines pour mourir. Il commence, le récit commence justement par l'arrivée de mon personnage. Il faut bien comprendre que cette histoire se situe en 2054. C'est un peu futuriste. Alors, je me projette à une époque où les lois ont évolué d'une certaine manière en Occident. Et donc, je me permets d'inventer un cadre en Occident où, voilà, des personnes âgées peuvent terminer leur vie d'une certaine manière. Des choses qui sont... De façon solitaire. Ce qui est différent de l'Afrique d'ailleurs. Ce qui est différent de l'Afrique. Et c'est juste là justement, il est dans une solitude, mais alors là, terrible. Et tout le bouquin, c'est quelqu'un qui parle, qui se parle à lui-même et qui dit, je vais laisser ce testament de ma vie. Et il revient encore et encore sur ce passé, cette vie associative qu'il a connue en Dernier message donc, M. Philippe Pongo, le message clair, en comparant l'Occident à l'Afrique, qu'est-ce que vous voulez que vos lecteurs retiennent? D'abord 2 choses. Premièrement, la guerre étant stupide, je ne peux donc que déduire que ceux qui la désirent le sont aussi. Et deuxièmement, le monde, nous sommes différentes cultures juxtaposées ici sur cette terre, mais nous restons les mêmes. Et nos sociétés sont les mêmes. Fondamentalement, l'humain est le même, qu'il soit occidental ou qu'il soit africain. Et vous avez passé 20 années au Canada, donc vous avez de quoi dire à ceux qui sont encore là-bas, qu'ils puissent revenir, comme vous d'ailleurs. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Je l'ai fait et je ne le regrette pas, ça c'est sûr. Et vous avez apporté à notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Philippe Pongo, d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition et vous l'avez compris, l'édition a été préparée par l'ensemble de la rédaction et supervisée par Hugues Hervé Blé. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous tous qui nous suivez à travers le monde. À 23h, Hamza Diaby prendra le relais pour un nouveau journal.